Alors, encore une fois, merci à toutes et à tous. Donc, peut-être, pour commencer, un petit mot de contexte. Donc, comme vous le savez, 2021 voit le lancement d'Horizon Europe, qui a un budget assez conséquent, hein, puisque le programme est doté de 95,5 milliards d'euros. Je le rappelle, c'est quand même le 3e budget de l'Union européenne. Or, qui dit budget important, dit aussi manne financière pour les projets de R&D et d'innovation français. Donc, l'enjeu de la représentation de la France dans le vivier d'experts est vraiment clé. Aujourd'hui, le nombre de Français dans la base de données de la Commission s'établit à... enfin, pas le nombre, pardon, la part s'établit à 8,4%, sachant que sur le programme Horizon 2020, donc le précédent, la France était présente dans 23% des projets financés. Donc, on peut raisonnablement viser entre 10 et 12% d'experts français dans le vivier total. Voilà, peut-être un dernier mot d'introduction aussi. Comme je le disais au tout début, un autre webinaire qui est dédié aux experts évaluateurs avec un profil académique a été organisé il y a quelques semaines de cela, donc vous pouvez le regarder en replay, ainsi que tous les webinaires d'ailleurs qui ont été organisés dans le cadre du lancement d'Horizon Europe au niveau national. Donc tout ça est visionnable à loisir sur le portail Horizon Europe. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'un expert évaluateur ? Eh bien, c'est un individu sur lequel la Commission européenne va s'appuyer pour instruire les dossiers qui lui sont soumis pour demande de financement. Le stock de dossiers est colossal et du coup, à raison de 5-6 experts par panel, on a un vivier d'experts qui est tout aussi considérable. Donc, il y a un vrai enjeu. Alors, j'essaie, pardon, juste de changer les slides à mesure. Voilà. Est-ce que vous voyez tous les slides ? Juste un petit mot dans le chat suffira. Ok, super. Merci. Donc, qui cible-t-on ? Alors, je dirais que tout d'abord, ça c'est l'élément principal, il faut avoir une forte expertise à mettre en avant, il faut que vous montriez à quel point vous êtes vraiment incontournable dans votre domaine. Ça paraît assez logique, mais ça va mieux en le disant. Un bon expert évaluateur, c'est aussi quelqu'un qui a une certaine appétence à évaluer un projet qu'on peut appeler un projet transverse, c'est-à-dire avec une sorte qui peut être à la croisée des chemins, en tout cas sur différents domaines. Donc, il faut démontrer qu'on peut s'adapter, en fait. Et peut-être aussi une troisième condition sine qua non, sur un plan un peu plus pratico-pratique, mais c'est évidemment la maîtrise de l'anglais. Pourquoi ? Parce que c'est la langue de travail, c'est la langue d'échange aussi entre experts, c'est la langue de lecture, c'est-à-dire qu'on va vous soumettre des projets en anglais, et c'est aussi la langue dans laquelle vous allez vous inscrire. Votre dossier ne sera pas un dossier que vous allez rédiger en français. Donc, il y a quand même un enjeu à savoir parler anglais. Se faire comprendre, c'est... disons, la base. Vous n'êtes pas obligé de parler un anglais parfait, avec un accent parfait, pas du tout. Mais voilà, il y a quand même un niveau minimal requis. J'en profite pour répondre à une question qui vient d'apparaître dans le chat. Est-ce que les slides seront disponibles ? Oui, on vous les enverra, hein, bien sûr, aucun problème là-dessus. Donc, deuxième aspect, pourquoi ? Qu'est-ce qui est intéressant dans ce rôle-là, qu'est-ce qui est intéressant dans les missions d'un expert évaluateur ? Tout d'abord, vous bénéficiez d'un état de l'art à l'instant T dans votre domaine. Beaucoup d'entre vous ont besoin de faire de la veille dans leur métier. Ici, je vais le dire de manière un peu triviale, hein, mais vous êtes payé pour y avoir accès. Donc, d'autant que cela permet aussi de challenger ses propres pratiques parfois, de rester un peu dans le coup, si je peux me permettre. Donc, voilà, il y a un vrai enjeu à avoir accès aux meilleurs projets dans votre domaine à un instant T. Ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler au sein d'un panel d'experts, c'est-à-dire que vous allez avoir tout un environnement de travail, donc avec vos pairs issus d'autres États membres, tout un environnement de travail international. C'est-à-dire que vous allez aussi pouvoir confronter des pratiques, des gens qui sont issus d'autres cultures, qui travaillent un petit peu différemment, qui ont un autre point de vue. Donc, non seulement c'est enrichissant hein, en termes de benchmark, par exemple, sur vos pratiques, mais en plus, vous étendez votre réseau de partenaires.
sur lequel vous pourrez ensuite capitaliser par la suite. Vous disposez aussi d'un canal de communication direct avec la Commission européenne. C'est-à-dire que vous comprenez mieux comment marche cette institution qui est parfois perçue comme un peu vaporeuse ou en tout cas difficile à percer. Là, vous allez être identifié par les responsables thématiques, donc éventuellement aussi sollicitable par la suite, par exemple pour participer à un groupe d'experts. Donc, ce n'est pas négligeable. Évidemment, vous êtes aussi accompagné sur un plan plus technique, c'est-à-dire si vous rencontrez quelconque difficulté, les équipes de la Commission européenne qui sont en charge du vivier d'experts sont aussi mobilisables. Ensuite, en tant que dirigeante ou ancienne dirigeante d'entreprise, il y a également un réel enjeu à faire profiter de son expérience. Pourquoi ? Parce que grâce à votre expérience terrain, vous allez aussi pouvoir contrebalancer une approche qu'on peut penser parfois un peu trop technocratique. C'est-à-dire que vous allez dire j'ai été de l'autre côté de la barrière, voilà, je sais ce que c'est, voilà la manière dont je le perçois, etc. Donc, il y a cet enjeu un peu de transmission, entre guillemets, ou en tout cas d'expérience terrain qui est vraiment intéressante. J'y reviendrai. Hein. Et peut-être dernière chose, mais pas des moindres, et puis c'est peut-être sans doute le plus évident, vous allez mieux comprendre aussi le process d'évaluation des projets. Alors, si vous faites partie d'un réseau d'accompagnement, l'intérêt est clair. Hein, vous allez monter en compétence en tout cas sur quel est le bon mot-clé à utiliser, comment, dans quel contexte, etc. Hein, donc, voilà pour les arguments. De manière très concrète, comment ça se passe ? En fait, l'adresse du site internet est précisée dans la slide suivante. Donc vous allez sur le site internet dédié. Vous vous retrouvez donc sur le portail de la Commission européenne avec une inscription qui se fait, donc une inscription dans le vivier d'experts qui se fait au fil de l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire maintenant, dans 6 mois, dans 2 ans. Votre candidature n'est pas soumise à une quelconque deadline, elle est valable tout au long du programme cadre. Donc vous ne vous inscrivez qu'une seule fois pour 7 ans. Évidemment, il y a un enjeu à mettre à jour son profil, hein, mais donc on ne s'inscrit qu'une seule fois, on crée un compte, on remplit son profil avec ses compétences, etc. Et on est, donc, le profil est validé ou non, on peut revenir vers vous, et ensuite on est dans la base, et dans la base de données, et la commission vient nous contacter par mail de manière assez classique. Donc je disais qu'il n'y a pas de deadline, néanmoins ce qui est intéressant c'est qu'on peut anticiper un petit peu suivant le moment où sortent les appels à projets. C'est-à-dire que là typiquement on est dans l'année, la première année du lancement d'Horizon Europe, donc énormément d'appels à projets vont être lancés en même temps, hein, donc vous pourrez aller voir sur le portail Horizon Europe le calendrier de publication. C'est intéressant parfois de s'inscrire ou bien de se mettre à jour une de ses compétences par rapport à un appel à projet qui s'apprête à sortir. Pourquoi ? Parce que la commission, de manière miroir, va aller chercher un peu en avance de phase dans la base de données les experts qui correspondent. Donc, voilà, c'est peut-être un petit conseil à vous prodiguer. Quelques points à noter, mais on pourra y revenir sans doute au cours des questions, hein, si vous voulez qu'on les aborde de manière un peu plus précise. Mais donc, je l'ai dit peut-être rapidement, le staff de la commission va faire des recherches dans la base de données par des mots-clés. C'est-à-dire qu'au moment où vous inscrivez, vous renseignez un certain nombre de mots-clés qui correspondent à votre profil. Il me semble que c'est 20 à vérifier, sachant que la commission ne recrute pas une société, un organisme, etc. Vous êtes recruté in situ personae, hein, donc c'est en tant qu'individu. Deuxième chose, on ne flèche pas ce que l'on veut expertiser, c'est la commission qui va décider. C'est-à-dire que vous ne dites pas je suis plutôt expert sur des projets à bas TRL ou à haut TRL ou sur des projets collaboratifs, etc. Pas du tout. Vous arrivez avec vos compétences et c'est la Commission européenne qui va vous proposer tel ou tel, de faire partie de tel ou tel panel et donc tel ou tel projet, etc. Donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'on est choisi sur un domaine d'expertise et à partir du moment où on est légitime sur ce domaine d'expertise, il n'y a pas besoin de se poser des questions sur quel type de projet, etc.
vous le verrez dans un second temps si on vous contacte. La question du conflit d'intérêts, elle est importante. Il ne faut pas non plus, voilà, il faut pas que ce soit un frein. Cette question-là est abordée avec la commission au moment où on va vous contacter si votre profil est intéressant. On va vous proposer un projet. Si vous avez un doute, si vous connaissez la personne, si vous connaissez le projet, si vous faites partie de ce projet, il faut en parler tout de suite. La commission va regarder en profondeur, mais surtout ne pas s'autocensurer. Il y a, comme je le disais au début, il y a un vivier suffisamment important de projets pour le coup. Tout le monde peut s'y retrouver. Donc, le fait d'avoir un conflit d'intérêt sur un projet ne va pas jouer en votre défaveur pour la suite. C'est vraiment du cas par cas. Et la commission est très habituée à gérer ce genre de situation. Donc voilà, tant que vous êtes transparent, il n'y a aucun souci, tout ça est très fluide. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant à savoir aussi, c'est que, en gros, il y a un manque de profil business, un manque de profil féminin et un manque de profil français. Donc, c'est-à-dire que ces 3 sous-catégories sont sous-représentées. Donc, mécaniquement, elles ont plus de chances d'être choisies. Donc, si vous cumulez les 3, c'est très bien. A priori, vous maximisé vos chances. Mais toujours est-il que, en tout cas au niveau français, on est sous-représenté. Donc, il y a un vrai intérêt à s'inscrire. Vous aurez de grandes chances d'être retenu. Faut savoir qu'il y a donc, j'ai mis quelques chiffres là, il y a eu 9000 projets financés en 7 ans, donc ça fait environ plus de 1000 par an. Donc ça veut dire que la commission doit recruter massivement pour expertiser tous ces projets-là avec un énorme taux de renouvellement. Et comme je le disais, si les experts représentent seulement 8,4%, les experts français, pardon, 8,4% du stock total, on peut vraiment mieux faire et ça ne tient qu'au fait que plus d'experts s'inscrivent dans cette base. Voilà pour une présentation assez succincte sur en tout cas sur le cadre global. Je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est peut-être de rentrer encore plus concrètement dans le sujet. Donc c'est pour ça que je vais laisser la parole à notre expert évaluateur qui a du coup participé à ce process-là, qui a donc sous H2020 été expert évaluateur. Et je vais inviter du coup Constantin Sipos de l'entreprise Rescol à prendre la parole et éventuellement répondre à un certain nombre de questions. Alors peut-être dans l'ordre, une présentation assez brève, comme ça j'ai le temps de lire un peu les questions et ensuite on passe à la suite. Bon, bonjour à tous, je suis Constantin Sipos. Effectivement, je suis expert, évaluateur. Bon, j'ai passé par un peu plusieurs postes, mais je suis expert évaluateur depuis 2003-2004 environ. Donc, j'ai passé sur le poste expert évaluateur, rapporteur, chairman, et après, il y a des missions un peu à part qui sont reviewer ou choses comme ça pour des projets qui sont en cours. Alors, j'ai pour l'instant évalué plusieurs types de projets. J'ai évalué des projets type CoFund, InnoSup, tout ce qui est NMBP, Societal Challenge, des projets un peu qui échappent même à mon domaine d'expertise, parce que là j'étais en tant que rapporteur sur le Challenge 2, le Challenge sociétal. Et j'ai évalué beaucoup de projets, plusieurs types de projets Marie Curie. À la base, je suis ingénieur en génie chimique. À l'époque où j'ai démarré les expertises, j'étais déjà à Rescol en tant qu'ingénieur R&D, ingénieur matériaux R&D. Après, je suis devenu responsable du département R&D, qui est un département assez important, c'est une 40aine de personnes. Et actuellement, j'ai évolué, il y a 4 ans que je suis directeur général d'une des filiales qui fait de la production, pas de la R&D maintenant, mais qui finalement
je reste en plein dedans parce que tout ce qui est industrie 4.0, tout ce qui est digitalisation, tout ça, c'est des thématiques qu'on a dans l'industrie en général. Voilà pour mon profil et un peu mon parcours au niveau de la commission. Et Laura, tu avais des questions ou il fallait qu'on... Merci. Ouais. Oui, merci beaucoup. Alors, j'en profite, je vois que dans le chat, Catherine Fressini nous amène un complément d'information sur le défraiement. En effet, c'est la commission qui fixe le temps nécessaire à l'évaluation d'un projet et donc le défraiement qui lui est associé. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit commentaire là-dessus? Visiblement, Catherine Fressini trouve que la commission sous-évalue le temps nécessaire, c'est ça? Alors, j'ai envie de dire, ne faites pas ça pour l'argent, même si c'est important, mais n'allez pas pour l'argent. Et en tout cas, je coïncide avec le commentaire de quelqu'un. Alors, comment ça marche cette histoire? C'est, on vous dit, vous allez évaluer X projets et l'évaluation de X projets par jour, de X projets, pardon, ça équivaut à un jour de travail. Hein, donc, la quantité de projets, ça dépendra du type de projet que vous allez évaluer. Donc, ça peut être 2 projets, comme ça peut être 4. Hein, ça dépendra. Il y a des projets, des proposals, des propositions qui sont très très courtes, hein, qui sont une quinzaine de pages. Et il y a d'autres qui sont une cinquantaine de pages. Forcément, une cinquantaine de pages, c'est peut-être 2, 3 propositions par jour, pas plus. Si c'est une quinzaine de pages, c'est beaucoup plus. Et effectivement, ce qu'on vous exige, c'est en termes de qualité est important. Donc, si on regroupe la qualité demandée et le temps que ça nécessite, effectivement, la BAC, il est mal fait. Il est fait pour tenir un budget et pas forcément pour la réalité. Donc, effectivement, c'est intéressant, 450 € par jour, mais finalement, on passe beaucoup plus de temps que prévu. Donc, finalement, c'est pas si intéressant que ça. Alors, du coup, Après, le si je peux défraiement, rebondir, pourquoi avoir choisi de le faire, par exemple? alors moi, c'était clair, ça a toujours été clair dans ma tête, alors, on choisit ces mots-clés. Donc, normalement, vous allez évaluer des projets dans vos domaines de compétences. Hein. Donc, c'est une information richissime. Enfin, on sait qui fait quoi partout dans l'Europe, au meilleur niveau. Hein. Et donc, c'est une biblio qui est gratuite, qui est disponible. On vous paye même pour la lire. Et c'est super intéressant. Hein. Et vous allez savoir quel laboratoire travaille exactement dans quel sujet, etc. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant. Après, il y a des choses qui sont pas forcément liées, qu'on découvre quand on est sur place, c'est que on est entouré des gens qui sont très haut niveau. Hein. Moi, j'étais à table en train de discuter de projets avec la responsable R&D de Isovolta, avec le responsable propriété industrielle de DSM. Enfin, c'est des grosses boîtes. J'étais même assis à table avec un ex-ministre de l'industrie de la Slovénie. Hein. Donc, le niveau est très très haut. Donc, vous faites un réseau qui est intéressant. Hein. Et voilà. Et après, il y a des petites choses connexes que Laura, vous avez bien mentionné. C'est bon, on comprend comment c'est évalué un projet et quand votre organisation présente des projets fréquemment, c'est super intéressant. C'est super important. Et alors, comment ça s'est passé concrètement de votre côté? Donc, vous avez été... alors, c'est-à-dire, comment se passent les coulisses de tout ça? Vous avez été contacté par mail et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes formé Alors,
Je suis intrinsèquement quelqu'un de diplomatiquement incorrect. Donc, dans le cadre d'un projet européen, j'ai discuté avec une project officer. Là, c'était à l'époque du FP6. Et je lui ai posé la question comment les projets étaient évalués, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de pays entrants, de pays de l'Est, de nouveaux entrants. Et je lui ai dit, est-ce que c'est vrai qu'il faut mettre des partenaires des pays de l'Est pour être financés? Forcément, il a failli tomber de sa chaise avec ma question. Il m'a dit, ah non, 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 je vous invite, inscrivez-vous pour essayer de devenir expert, évaluateur, et vous allez voir comment ça marchera. Comment ça marche, et c'est complètement... Il n'y a pas ce type de notion. Bon, je me suis inscrit, c'était en 2002. 2002, rien s'est passé. Et en 2003 ou 2004, je ne me souviens plus trop, j'ai été invité et effectivement, honnêtement, pour avoir participé à beaucoup de systèmes d'évaluation, c'est à mon avis le plus transparent. Il y a beaucoup de paperasse, mais tout est là. Toute l'information est là. Il faut lire une encyclopédie, mais vous ne pouvez pas vous rater toute l'information y est. Hein. Et c'est super bien organisé. Ok, donc ça c'est peut-être important à noter en effet. Administrativement en tout cas, tout est très bien organisé, vous êtes bien accompagné. Et donc c'est intéressant à noter, vous n'avez pas été appelé tout de suite, c'est ça? Donc il ne faut pas se décourager. Ah non, mais moi je me suis inscrit, je veux dire, c'était pas une envie folle que j'avais d'être expert. Hein. Ça m'a pas, ne pas être appelé pendant une année, ça m'a pas empêché de dormir. Après, quand j'ai été invité, j'ai un peu hésité, mais bon, je suis quand même y allé. Et là, je me suis rendu compte que non, Bon, pour commencer, c'est super intéressant, techniquement parlant, scientifiquement parlant. Et deux, l'organisation qui est autour, c'est juste admirable. Et vous êtes toujours en contact avec des pairs que vous avez rencontrés dans le cadre des panels d'experts auxquels vous avez pris part? Ah, bien Est-ce sûr. que l'aspect réseau est vraiment important? Ah, l'aspect réseau est important. Disons que ça a généré beaucoup de projets en commun avec des gens que j'ai connus à Bruxelles. Certains sont même devenus copains, quoi. Et non, ça a généré beaucoup de projets en commun. Et j'irai même plus loin. En 2006, on démarre non, en 2005, on démarre un projet dans les dispositifs médicaux implantables. Hein, donc, en gros, un implant. On monte, enfin, je connais des gens, on monte un projet ensemble, ça donne un projet financé, on commence à travailler là-dessus. Aujourd'hui, au niveau du groupe, c'est une des filiales qui travaille à 100% là-dessus. Et aujourd'hui, les dispositifs médicaux, chez nous, c'est 45 personnes. Donc, ça démarre juste d'une rencontre à Bruxelles en train de faire une expertise jusqu'à monter une société autour d'un sujet, quoi. Donc, ça peut aller loin. Et alors, donc, on l'a vu, hein, être expert évaluateur, ça prend du temps. On ne le fait pas forcément pour l'argent, en effet. Comment vous avez réussi à concilier ça avec votre activité professionnelle? Alors, pour nous, dans le privé, c'est un peu plus compliqué. Hein. Moi, perso, je le fais le soir, à la maison. Hein. Je couche les enfants, et je m'y mets à 10 heures du soir jusqu'à minuit, et ça dure un mois ou deux dans l'année, et puis voilà. Après, je sais qu'il y a, bon, c'est plus vrai parmi les académiques, ils peuvent le faire plutôt dans les heures de bureau. Il y a très peu de monde dans le privé qui réussit à faire ça. Voilà. Mais j'ai envie de dire, si on est curieux dans son domaine, si on est proactif dans son domaine,
enfin, c'est un pur plaisir. En fait, ça vous sert beaucoup à être à jour et dans ce qui se fait, les avancées et tout ça, et d'autres domaines conjoints. Merci. Est-ce que vous avez été confronté du coup à des situations de conflit d'intérêts ou en tout cas quelque chose qui pourrait y ressembler et comment vous avez géré ça du coup? Quel dialogue vous avez établi avec la commission? Alors, le conflit d'intérêts, tout ça, c'est très bien organisé. Donc, le conflit d'intérêts est bien typifié au niveau de la Commission européenne. On vous dit, vous êtes en conflit d'intérêts si vous vous rencontrez dans telle et telle situation. Donc, ce qui couvre 80% des situations. Sinon, vous posez la question. Moi, ça m'est arrivé d'être en train d'évaluer un projet que j'ai découvert une fois que je l'ai lu, une fois que je l'avais dans les mains. J'ai découvert qu'il y avait des gens que je connaissais qui montaient le projet. Je posais la question, on m'a dessaisi du projet, de l'évaluation de ce projet-là, et j'ai évalué un autre. On m'a donné un autre à évaluer. Donc, c'est pas très compliqué. Après, j'ai envie de dire, j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait no conflict, no interest. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Europe, ça reste petit. Et dans certains domaines de spécialité, on n'est pas nombreux. Donc, très souvent, vous allez connaître, oui, après quelques années que vous évaluez des projets, vous savez qui fait quoi, vous les avez peut-être connus, tout ça. Donc, il y a parfois que, et c'est pour ça que la Commission a commencé à typifier les cas de conflit d'intérêts et on les discute parce que si vous êtes dans des domaines restreints, ben, tout le monde se connaît, quoi. Donc, voilà. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, ça se gère quand c'est mineur parce qu'on est plusieurs évaluateurs. Hein. Et donc, on va pas rentrer dans les cases prédéfinies par la commission. On connaît les gens, mais bon, on n'est pas vraiment en conflit d'intérêt parce qu'il n'y a pas d'intérêt, parce qu'on n'a pas de business ensemble. Et, et puis, dans le privé, on sait gérer ce type de choses. C'est du quotidien. Hein. Euh, je... Ouais. Après, c'est à tout niveau. Hein. Au niveau académique, le conflit d'intérêt, il est, il est fort aussi. Hein. Il faut pas croire que ça n'existe pas, quoi. Ouais, peut-être ce qui est important de rappeler, c'est qu'il n'y a pas alors, sauf erreur de ma part, de conflit d'intérêts a priori, si ce n'est pour des gens qui sont par exemple points de contact nationaux ou représentants au comité de programme, qui sont vraiment des rôles bien particuliers où il y a un échange d'informations un peu à la source avec la commission. En revanche, chaque situation est examinée au cas par cas s'il y a le lieu d'être et en ce sens, voilà, il n'y a pas lieu de s'autocensurer, quoi. Après, ça arrive souvent même qu'on découvre des cas de conflit d'intérêts en cours d'évaluation. Et c'est pour ça que c'est important de poser la question au project officer, parce que si on vous retrouve en conflit d'intérêts en pleine proposition, en pleine évaluation, là vous êtes radié, quoi. Oui, tout à fait. Il vaut mieux jouer à la carte de la transparence en amont. Oh. Alors, je vois que dans le chat, on a des compléments d'infos de Catherine Fressinet, à nouveau, donc, qui nous dit après les évaluations à la maison, donc, qui correspondent en fait aux évaluations des projets, ce qu'on appelle en remote, donc à distance. Il y a ensuite une semaine pour le consensus à Bruxelles, donc une semaine de congé à poser. Donc, ça, c'est la deuxième phase qui correspond en fait au moment où tous les experts d'un même panel se retrouvent à Bruxelles. Alors là, on l'a peut-être fait en virtuel ces derniers temps, mais a priori, on reviendra sur un format classique en présentiel assez vite. Donc, c'est le moment où les experts échangent, oui, c'est ça, et font un échange de vues en fait sur les dossiers concernés. Donc
là, ça nécessite beaucoup de temps. Ça nécessite éventuellement de poser en effet des congés. Donc, c'est pas forcément facile à concilier avec son activité professionnelle. Il faut l'avoir en tête. Alors, oui, effectivement, le consensus se fait à Bruxelles. Alors, avant, on allait pour tout à Bruxelles, tout le temps. Pour l'évaluation, et après on allait pour le consensus, et parfois c'était en deux phases, donc il fallait beaucoup y aller. Là, enfin, ils s'organisent pour aller de moins en moins, donc de plus en plus les choses sont remote. Ils optimisent aussi le workflow et tous les outils. Donc avant c'était une semaine, là maintenant c'est un peu plus court. Et l'année qui vient de se passer, tout a été remote, 100%. Et je dois avouer que c'est extrêmement lourd, hein, parce que ça n'empêche pas qu'il faut prendre une semaine de vacances, hein, parce que, en gros, et c'est pire qu'aller à Bruxelles, parce que vous êtes devant votre ordinateur toute la journée. Donc, vous vous endormez, vous voyez l'écran, hein. Et, mais ça évite de, de partir à Bruxelles. Je pense que ce sera la tendance de rester de plus en plus en train de faire des choses remotely. Ce qui ne va pas forcément dans le bon sens de la qualité, à mon avis. L'homme étant un animal social, on s'échange mieux en face à face. Et pour la phase de consensus, je pense que c'est mieux. Oui, tout à fait. Je pense qu'on s'oriente vers une situation un peu panachée. Je vois une question de Monsieur Vasseur qui nous demande, donc qui pointe en effet la sous-représentation des Français dans le vivier des experts. C'est bien pour ça qu'on fait un webinaire aujourd'hui aussi, pour inciter à s'inscrire massivement. Et qui se demande quels seraient, enfin du coup je vous pose la question, quels seraient d'après vous les critères de la commission pour choisir ces experts? Comment s'assurer que notre profil convient, qu'il est retenu? Quel gage on peut donner? Est-ce que vous avez des petits conseils aussi sur la candidature, sur le choix des mots-clés par exemple? Alors, il y a plusieurs... Ça dépend des appels à projets et ça dépend des project officers. Et, voilà. Mais en gros, on remplit son profil en ligne, on met des mots-clés. Ça, c'est super important de garder en tête les mots-clés. Si on est spécialiste dans un domaine, il ne faut pas mettre des mots-clés très, très, très spécifiques. Garder un esprit ouvert. Je suis ingénieur en génie chimique, donc je peux mettre de la thermodynamique, de la mécanique de fluide. Je ne veux pas mettre que du dimensionnement de colonnes de distillation, hein. Rester relativement large. Dans certains appels à projets, c'est difficile de trouver des experts. Donc, on va aller chercher, quand on n'arrive pas à trouver, on va aller chercher des gens qui ne sont pas forcément des experts, mais qui connaissent le domaine, hein. Après, on va essayer de composer les panels d'experts, hein. Donc, s'il s'agit d'un panel d'experts, enfin d'un projet sur des implants orthopédiques, on va mettre un expert en biomécanique, un expert en matériaux et un expert en technique chirurgicale. J'invente, hein, mais histoire de composer tout ce qu'il y a autour du sujet, hein. Mais le premier tri, c'est la machine qui le fait par les mots-clés. Deuxième tri, c'est le project officer, quand c'est des appels à projets type NMBP, hein, qui va prendre la proposition que fait la machine et va lire les CV, va sélectionner, parfois même vous appeler par téléphone.
parfois, il va discuter ça avec le rapporteur. Hein. Moi, ça m'est arrivé que mon project officer me présentait des CV et on a choisi ensemble. Si c'est dans le cas de Marie Curie, où il y a beaucoup d'experts à trouver, il y a un logiciel qui fait une pré-proposition par mots-clés. Et après, il y a tous les chairmen qui faisons une vérification et on ajuste. Parce que parfois, un mot-clé n'est pas super précis et en fait, la machine se plante. Et on ajuste et on crée nos panels d'experts. En tant que chairman, vous dirigez un groupe, un panel d'experts. Donc, les méthodes sont différentes selon le project officer et le type d'appel à projet. Mais les mots-clés sont super importants. Et sachant qu'après, il y a toute la vérification de tout le CV. Donc, et ça, c'est fait par l'humain, par contre. C'est énormément de boulot. Hein. Et, tout à fait. Et d'ailleurs, Catherine Fressinet rajoute dans le chat qu'en plus des mots-clés, ce qui compte aussi, c'est le profil LinkedIn et les publications qu'on peut trouver sur Internet apparemment. Donc, je refais le lien avec ce que je disais aussi tout à l'heure. Il y a un vrai enjeu à mettre à jour régulièrement son profil dans la base de données. Oui, après les publications, c'est à relativiser. Dans le cas des académiques, ça peut être important. Parce que quand on ne trouve pas vraiment, on a du mal à trouver un expert, on va chercher sur les publications. Mais les gens du privé, on ne publie pas. Donc, et normalement, ouais, parfois on va voir sur LinkedIn, mais normalement, on ne devrait pas. Alors du coup, une autre question dans le chat de Cyril Garnier. Aujourd'hui, quels sont les champs d'expertise les plus susceptibles de devoir être investis? C'est une bonne question. Et d'ailleurs, la réponse est un peu dans la question, puisqu'il cite notamment les dimensions d'objectifs de développement durable, responsabilité sociale. Alors oui, sans doute, hein, on l'a vu avec l'appel à projet Green Deal, donc, qui a été lancé à la fin du programme H2020. Ce sont des aspects qui vont prendre de plus en plus de place hein, d'un point de vue transversal. Donc évidemment, si on a une expertise dans ces domaines-là, il ne faut surtout pas hésiter. Raison de plus hein, pour s'inscrire dans la base de données. Est-ce que vous pensez à d'autres domaines, Constantin? Alors, je pense qu'il faut suivre les orientations d'Horizon Europe. Hein. Il y a la Twin Strategy annoncée par von der Leyen, hein. Donc digital et environnement. Hein. Après, ça se décline en plusieurs choses. Hein. Mais digital, on ira sur l'intelligence artificielle, sur l'industrie 4.0, tout ce qui est contrôle en ligne, ce type de choses. Tout ce qui est environnement, il y a les différentes missions, etc. Donc ça se décline. Donc je pense qu'il faut suivre ça. Après, il faut suivre aussi tout ce qui est ceux qui écrivent les PPP, par exemple l'EFRA ou Made in Europe, ou tout ce qui était... bon, c'est ce que je connais le plus, mais il y a tous ces organisations-là qui écrivent qui proposent à la commission des textes de call et que souvent on a la prémisse dans leur publication. Hein. IBI, par exemple, des gens comme ça. Donc là, on a un bon aperçu de ce qu'on va chercher comme expert. Après, comme je vous disais, on va essayer toujours de composer des groupes d'experts selon la thématique. Aujourd'hui, un expert matériaux n'est pas obsolète parce qu'il n'y a pas d'appel à projet matériaux proprement dit, à différence des autres framework programs, hein, parce qu'il y a une composante matériaux un peu partout, quoi. Donc, on va le chercher quand même. Hein. Ouais, je pense que c'est important en tête ce panachage-là, en effet. Alors, donc, dans le chat, avez-vous remarqué une recherche d'équilibre entre la représentation de pays,
lors de la constitution de comités d'experts. Oui, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un vrai enjeu à se présenter, enfin à s'inscrire dans la base de données lorsqu'on est français, parce qu'on est sous-représenté, et que la Commission essaye vraiment d'avoir cette approche équilibrée, en tout cas équitable. Pareil pour la répartition entre genres, pareil pour la répartition académique, business, etc. Donc oui, il y a une vraie recherche d'équilibre et vous avez dû le voir vous-même, hein, j'imagine. Alors, moi, j'évalue des projets depuis 2003-2004 et j'ai vu énormément d'évolutions. À l'époque, j'étais pratiquement le seul, enfin, on était trois ou quatre privés en train d'évaluer des projets et on était quasiment tous des garçons. Euh, Là, de plus en plus, on a vu apparaître des privés, de plus en plus de filles. À l'époque aussi, il y avait les nouveaux pays entrants, donc tous les pays de l'Est. Donc, avait un énorme recrutement à faire pour intégrer ces pays, mais aussi les intégrer au niveau des comités d'évaluation. Donc, il y avait beaucoup de demandes pour intégrer ce type des experts de ces pays-là. Maintenant, c'est l'opposé. Maintenant, tous les experts des pays de l'Europe des 15, par exemple, ben, là, on est finalement moins nombreux. Donc, oui, il y a toujours une recherche équilibre. Donc vous avez vu une vraie évolution au cours du temps, hein, là-dessus. Donc Ah ouais, ouais. c'est-à-dire, Ah, voilà, il y a des efforts qui ont été engagés côté commission. oui. Euh, Donc, une autre question dans le chat. La base de données adresse-t-elle aussi les sujets suivis au titre du Fonds européen de défense Et Olivier Marco, qui a été plus rapide, nous répond que oui, la Commission engage des observateurs indépendants pour contrôler cela et publie des rapports confidentiels à ce sujet. Donc la réponse est oui. Catherine Fressini qui nous dit les recommandations dans les comités sont de faire entrer un tiers de nouveaux experts à chaque session, mais c'est très difficile d'en trouver. Tout à fait, c'est ce que je disais au début. Donc, il y a un fort taux de renouvellement, d'où l'intérêt d'avoir aussi beaucoup d'inscriptions dans la base. Oui, ouais, il y a beaucoup d'experts dans les bases, mais ça reste quand même compliqué de trouver le bon profil pour évaluer le bon projet. Donc, il y a toujours un besoin. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, c'est avoir une expertise, savoir lire et écrire, c'est pas assez. Hein. L'exercice est un peu délicat, il faut être dans les temps, donc un peu disponible, il faut savoir être un minimum diplomatique pour écrire, il faut savoir écrire bien. Et donc parfois, on a des gens qui sont vraiment top dans le domaine, des vrais experts, des pointures, etc. Mais ils sont incapables de travailler en équipe, hein, d'accepter d'autres avis. C'est eux qui ont raison et pas les autres. Hein. Et, euh, et ça m'est arrivé d'avoir un monsieur, il était prof de 2 facs, il avait 3 diplômes de 3 thèses. Hein. Il était incapable d'écrire une seule phrase en anglais correctement. Et c'était pas c'est un pays où il venait d'un pays où traditionnellement les gens parlent très bien anglais. Donc c'est important d'avoir même les meilleurs experts, finalement, on va ne pas les reconduire parce qu'il y a d'autres qualités qu'ils n'ont pas. Donc, il y a toujours besoin de nouveaux experts. Merci. Alors, donc, peut-être une question aussi que je n'ai pas encore posée. Qu'est-ce que vous retireriez de cette expérience et qu'est-ce que vous conseilleriez du coup aux personnes qui sont connectées sur ce webinaire et qui nous regardent s'il y a encore un peu de doute à franchir le pas, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Oh, moi, je pense que techniquement, c'est extrêmement intéressant.
d'un point de vue et technique et organisationnel. Si vous montez des projets, c'est d'une grande aide. Et puis, c'est comme un peu beaucoup de choses dans la vie, mais c'est une expérience humaine qui est intéressante, qui est super intéressante. Vous faites un réseau, vous voyez comment les gens travaillent autrement, différemment. Nous, dans le privé, on n'est pas habitué à travailler avec des institutionnels, encore moins européens. Donc, c'est super intéressant. Et je pense que c'est une très, très bonne référence de comment on pourrait organiser quelque chose comme une évaluation qui, à première vue, paraît quelque chose de simple. Or, c'est un budget énorme de la commission. Et c'est extrêmement bien organisé. Enfin, moi, j'insiste sur ça, c'est super bien organisé, c'est transparent, tout est là, toute l'information est là. Bon, c'est beaucoup de paperasse, mais toute l'information y est. Hein. C'est extrêmement bien organisé. Je n'ai toujours pas connu une organisation équivalente. Quoi. Donc, vous allez continuer. Pardon ? Vous allez continuer à être expert évaluateur sur Horizon Europe. Ça y est, je viens je viens de signer mon nouveau contrat là. Super pub. Super, je vous remercie en tout cas. Il me semble qu'on a fait le tour des questions dans le chat, donc sauf à avoir une ultime sollicitation. Je pense qu'on a fait le tour, on en arrive au terme de nos 45 minutes réglementaires. Merci du coup beaucoup pour votre participation, à la fois vous Constantin et à toutes les personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à vous inscrire, il y a beaucoup d'appels qui vont sortir, hein, comme je le disais, donc on compte vraiment sur vous pour aller grossir les rangs des experts évaluateurs français au sein du vivier de la communauté. Bonne journée. Merci. Bonne journée aussi.